J'aime bien CVS et je suis d'ailleurs toujours actionnaire en date d'aujourd'hui. Il faut savoir que c'est pas une compagnie qui vous allez comparer à du, comment on appelle ça, du Walgreens, d'accord? C'est non seulement pharmacie, c'est un PBM. Si vous savez pas c'est quoi PBM, Google it. Pharmacy Benefit Management. C'est le middleman entre, disons, votre assureur ici et vos compagnies pharmaceutiques ou bien slash distributeur. Ok? Ce segment d'activité, d'ailleurs, même peut être également la raison pour laquelle on a peut-être ici une entreprise très sous-évaluée parce que en fait, aux États-Unis actuellement, il y a un débat sur le prix des médicaments parce que c'est très obscur ici de savoir à peu près pourquoi est-ce que les médicaments coûtent cher. Et le PBM est souvent responsable de cette opacité-là. Or, CVS dernièrement a décidé de rendre tout ça clair, d'accord, parce que ça bouscule de plus en plus. Les gens parlent de plus en plus. Donc, il pourrait y avoir des lois qui passent ici au niveau du Congrès. Donc, c'est-à-dire que actuellement, ce genre d'activité-là n'a pas trop le vent en poupe. Et ça, moi, j'aime ça. Quand il y a un pessimisme ambiant sur ce genre d'activité. Parce qu'on a un segment ici assurance, on a un segment PBM, on a un segment ici euh, détaillant au niveau de la pharmacie ici. Et on a un segment ici, on a également des chaînes des cliniques ici, d'accord, assez rapide. OK? So, je pense que au niveau de la chaîne de valeur ici, disons, au niveau de la chaîne de valeur pour tout ce qui concerne la santé et le médicament ici, je pense que CVS est un peu bien positionné par rapport à Walgreens ici. Donc, en termes de revenus, croissance des revenus, acquisition, n'oubliez pas, on en a déjà parlé. Ici, les marges brutes auront tendance à diminuer, c'est certes parce que le business n'est plus le même. OK, on a également on a également une compagnie d'assurance à l'intérieur, donc ça peut complexifier ici le calcul. D'accord. En termes d'EBITDA également, ici, comme un effondrement de l'EBITDA, c'est pas beau à voir ce que je vois ici présentement, mais ça peut être compréhensible. Et je rappelle encore une fois que moi, je suis actionnaire de cette compagnie. OK. Donc, je ne vais pas avoir un raisonnement biaisé. Et je ne vous demande pas de me croire sur parole de toutes les façons. Allez lire vos rapports financiers. Et si vous sentez que cette compagnie est trop complexe pour vous, passez à autre chose. Parce qu'elle n'est pas facile à analyser. Il faut dire la vérité. Il y a 3 compartiments ici à analyser. Je dirais, oui, c'est ça. 3 compartiments à analyser ici. Donc, au niveau des net income et des free cash flow, c'est vraiment une machine à cash. Et quand on prend le machine à cash ici, c'est un business qui s'attend à peu près sur les années à venir à dégager à peu près du 13 milliards par là. OK? Sur les dernières années, c'est une dizaine de milliards ici. Donc, je mets le 13 milliards ici. 13 milliards par là. C'est-à-dire qu'on me demande de payer en date d'aujourd'hui 96 milliards, un business qui pourrait me rapporter 13 milliards en moyenne sur les années à venir, un rendement de 13,49%. Évidemment, elle a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 3,2 ici, mais la dette nette, est-ce qu'elle augmente ou diminue en termes de volume? On a ici une dette nette qui est plutôt en légère diminution. Elle a fait une autre acquisition ici entre 2022 et 2023. J'espère qu'elle va se calmer au niveau des acquisitions ici et qu'elle va commencer à se concentrer sur le remboursement de la dette. Mais encore, quand on parle de dette ici, il faudrait voir comment est-ce que la dette est échelonnée dans le temps, quels sont les taux d'intérêt ici. Donc, il y a un ensemble de questions à poser uniquement sur la dette. Donc, nous avons un business ici, comme je l'ai tantôt mentionné, qui pourrait me rapporter à peu près du 15, du 17, excusez-moi, 13 milliards par là sur les années à venir. En tout cas, c'est l'objectif du management au minimum. OK? 13 milliards. Vu que c'est également une compagnie d'assurance santé, il y a cette elle devient un tout petit peu complexe à ce niveau-là. Mais attention, elle pourrait s'échanger entre 15 et 17 fois les bénéfices. Prenons même 17 fois les bénéfices ici. Moins la dette nette, on a une dette nette de combien en termes de volume? Dette nette de 68 milliards ici, moins 68 milliards ici, ça donne à peu près 153 milliards, 153 milliards en termes de capitalisation boursière, divisé par le nombre d'actions, 1 milliard 300. Même si vous pouvez mettre 1 milliard 290, ça vous plaît, ça donne à peu près un prix aux alentours de 118 dollars l'action. Premier objectif. Enfin, ça c'est le deuxième objectif. Parce que le premier objectif, ce serait à peu près aux alentours ici de 15 dollars, 15 fois les bénéfices, multiplié par 13 milliards, moins la dette nette aux alentours de 68 milliards ici, divisé par le nombre d'actions. Ça donne à peu près combien de nombre d'actions? On a à peu près à combien c'est le nombre d'actions? 1 milliard 300. Vous avez à peu près une capitalisation boursière aux alentours de 98 dollars. Ça revient encore intéressant. Donc, non seulement du point de vue performant, mais du point de vue dividende, ce business-ci est très, très intéressant. Maintenant, le management, sur les mois à venir, va se concentrer sur le remboursement de la dette, d'accord, l'efficience au niveau de ce business-ci et à peu près le rachat d'actions. En tout cas, moi, je continue à aimer ce business-ci au prix actuel. En tout cas, même au prix, le dividende en lui-même, il est safe, il y a de fortes chances qu'il continue à croître, mais ce n'est clairement pas la priorité du management à court terme. Et ça, je le comprends.
Même moi, je ne voudrais pas qu'on augmente, qu'on continue à augmenter ce dividende-là. Mais je ne serais pas surpris qu'il y ait une accélération sur les années à venir. Et ça reste un business assez prévisible. OK? Et c'est un business assez prévisible. On me demande de payer ce truc-ci voilà. On me demande de payer ce business-ci à peu près à 76 $ l'action, alors qu'on pourrait s'attendre à du 10 $ l'action d'ici 2026 sur un business assez prévisible. Ça donne à peu près combien? Ça donne un rendement aux alentours de 12-13% par là. Donc, j'aime bien ce que je vois ici. Par exemple, quand je prenais le 13 milliards ici, ça sous-entend déjà une certaine croissance, parce que si vous prenez 13 milliards, d'accord, divisé par le nombre d'actions actuelles, 1 milliard 200, 1 milliard 290 ici, vous allez trouver quelque chose ici aux alentours de 10 $ l'action. Donc, faites attention, quand le 10 $ l'action ici inclut, il y a le 13 milliards en question. Même si, je dis bien même si on n'atteint pas ce 10 $ l'action-là, ce 13 milliards-là, et qu'on reste au niveau de 15 milliards, qu'on reste au niveau ici du 10 milliards qu'on rapportait sur les dernières années ici, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, aux alentours de 97, disons 96-97, on me demande, ça représente un rendement ici de 10%. 10% aujourd'hui, sans croissance, pour un business somme toute correct. OK? Donc, je m'assois patiemment et je continue à accumuler tranquillement. Et je ne vous demande pas de faire la même chose. D'accord? La seule chose que je vous demande de faire, c'est d'aller lire vos rapports financiers. Si vous ne comprenez pas ce business-ci, passez à autre chose. Ne l'achetez pas parce que je vous ai dit que quantitativement, c'est sous-évalué. Pas du tout. Ne me croyez jamais sur parole. Parce qu'il faut toujours garder votre esprit critique en tant qu'investisseur. Si vous n'avez pas la capacité, si vous ne pouvez pas le faire, ça ne sert à rien de faire du stock picking. Allez acheter les ETF. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.